En fait, le lendemain, il m'a téléphoné pour m'inviter à déjeuner, et là, tout a changé. Un silence troublant règne dans la galerie. Au centre, une femme en noir, silhouette droite, visage figé, contemple l'une de ses toiles. Un autoportrait déformé entre rire sarcastique et douleur cachée. Elle a 85 ans. Autour d'elle, les regards chuchotent, mais personne n'ose poser la question interdite. Qui est-elle vraiment? Amanda Lear. Pour certains, une diva disco au talon de feu. Pour d'autres, la muse sulfureuse de Salvador Dali. Et pour beaucoup, une énigme jamais résolue. D'où vient-elle? Quel est son vrai nom? Est-elle celle qu'elle prétend être ou l'invention la plus brillante de son époque? Si le mensonge est un art, Amanda Lear en est-elle la maîtresse ou la victime? Et surtout, qu'a-t-elle caché pendant tout ce temps? Le mystère commence là où les certitudes s'arrêtent. Selon les documents officiels, Amanda Lear serait née le 18 novembre 1939 à Hong Kong. Mais selon d'autres versions, et elles sont nombreuses, elle serait née en 1941 ou 1946 ou même plus tard encore. Parfois en Suisse, parfois à Saïgon, parfois à Paris. Ce flou n'est pas un oubli, c'est un voile soigneusement tissé. Son enfance, un désert d'archives. Pas de photos de classe, pas de récit familial, pas de traces d'un avant. Certains journalistes, troublés par cette absence, ont remonté les pistes les plus sombres. Amanda Lear aurait été, à ses débuts, un jeune homme nommé Alain Tapp, connu dans le Paris interlope des années 50 sous le pseudonyme de Pecky d'Oslo. Un corps androgyne, maquillé comme une icône, dansant dans les clubs du Marais. Amanda, interrogée à ce sujet, rit. Elle ne confirme jamais, ne nie jamais. Elle renverse la question. Et si c'était vrai? Et alors? Cette ambiguïté, elle en a fait son arme. Alors que les autres célébrités courent après la vérité, Amanda la fuit, la transforme, la déconstruit. Dès ses premières apparitions publiques dans les années 60, elle détonne. Elle ne cherche pas à s'intégrer, elle cherche à choquer, à séduire, à désarçonner. Et cela fonctionne. Mais pour comprendre Amanda, il faut comprendre le monde qu'elle a choisi, celui du surréalisme. Lorsqu'elle croise la route de Salvador Dali, tout bascule. Le peintre espagnol, maître absolu de l'illusion, voit en elle bien plus qu'une modèle. Il voit une créature qui dépasse les genres, les origines, les carcans. Pendant 15 ans, Amanda Lear devient sa muse, sa protégée, son double féminin. Il la surnomme « la création la plus parfaite de mon inconscient ». Auprès de Dali, elle apprend une règle essentielle. Ne sois jamais naturel, laisse les autres deviner. C'est là que naît le personnage Amanda Lear, une femme qui ne vieillit pas, ne s'explique pas, ne s'excuse jamais. Mais derrière les masques subsistent des éclats de vérité. Dans certaines interviews rares, Amanda laisse filtrer un sentiment de solitude ancienne, un isolement forgé très tôt. « J'ai grandi entre deux cultures, entre deux langues peut-être », glisse-t-elle un jour. Et si tout cela n'était pas une stratégie, mais une réponse instinctive à un monde qui ne lui a jamais laissé de place? Ce flou originel devient son fondement. Là où d'autres cherchent leurs racines, elle les efface. Elle n'est ni d'ici ni d'ailleurs, ni totalement femme, ni tout à fait homme, ni menteuse, ni honnête. Elle est Amanda Lear. Une invention de son propre regard, une entité construite sur la provocation, l'artifice et un refus catégorique de se laisser définir. Et c'est peut-être là, dans ce refus, que réside le premier traumatisme. Le besoin de brouiller les pistes n'est pas une coquetterie, c'est un instinct de survie. Loin des soupçons et des rumeurs, Amanda Lear commence par imposer ce que personne n'attendait d'elle. Un physique. Haute, féline, regard perçant, voix grave, elle défile pour Paco Rabanne, incarne l'élégance subversive de la fin des années 60. Mais son ambition ne se limite pas au podium. Très vite, elle s'initie à l'art de manipuler l'attention, à construire une identité médiatique. Elle ne veut pas être reconnue, elle veut être inoubliable. C'est dans l'ombre brillante de Salvador Dali qu'elle perfectionne ce talent. L'Espagne, Paris, New York, Amanda est de toutes les réceptions, tous les scandales feutrés.
Elle est celle que Dali présente comme un chef-d'œuvre vivant, celle dont la simple présence suffit à attirer les projecteurs. Et elle apprend l'art, la provocation, la mise en scène, mais surtout l'art de durer. Le véritable basculement survient dans les années 70. À Londres, dans les milieux glam rock disco, elle croise un certain David Bowie. Lui aussi aime jouer avec le genre, l'ambiguïté, le danger. Mais là où Bowie incarne la transgression, Amanda incarne le mystère. Elle chante peu, mais sa voix grave fascine. C'est Bowie qui l'encourage à se lancer dans la musique. Et elle le fait, à sa manière, provocante, sensuelle, mais jamais dans la norme. En 1977, elle explose. Follow Me devient un tube européen. Sa voix rauque, presque masculine, envoûte. Les paroles hypnotiques, la production moderne, la présence scénique unique. Amanda Lear devient une star. Suivent Queen of Chinatown, Fashion Pack, Enigma, Give a Bit of to Me. Elle incarne une disco glacée, sophistiquée, cultivée, une anti-Donna Summer, une aristocrate de la nuit. Entre 1977 et 1981, elle vend plus de 25 millions d'albums à travers l'Europe. L'Allemagne, l'Italie, la France, la Scandinavie, tous succombent à son charme étrange. Sa musique envahit les clubs, ses clips passent en boucle, ses interviews déchaînent les passions. Jamais une chanteuse pop européenne n'a autant cultivé l'aura du doute. Et c'est justement cela qui la rend irrésistible. Mais au sommet de sa gloire, Amanda ne cherche pas à se stabiliser. Elle enchaîne les réinventions, tourne dans des films, anime des émissions télé, pose dans Vogue, écrit. Elle est partout et nulle part. Et pourtant, elle reste insaisissable. À mesure que sa popularité grimpe, les journalistes, fascinés, tentent de percer le mystère. Mais Amanda Lear ne se laisse jamais attraper. Elle répond par des pirouettes, des aphorismes ou des silences qui en disent long. Lorsqu'un animateur lui demande si elle est née femme, elle sourit. « Je suis née comme une légende ». Réponse parfaite et intouchable. Sa voix, d'abord moquée, devient sa signature. Grave, monocorde, presque masculine, elle dérange, mais elle reste. À contre-courant des voix aigrelettes de l'époque, Amanda installe un univers sonore à part, fait de rythmes froids et de textes empreints d'ironie et de distance. Elle chante comme elle vit, dans un entre-deux fascinant. Les chaînes de télévision la sollicitent. En Italie, elle devient animatrice d'émissions cultes comme Premiatissima, W le donne, Pecciato che sia femmina. Avec sa culture polyglotte, son humour décapant, sa beauté atypique, elle s'impose comme une figure incontournable. En France, elle devient une invitée régulière des plateaux de Michel Drucker, Thierry Ardisson, Frédéric Mitterrand. Mais au fond, personne ne sait où s'arrête Amanda Lear et où commence le personnage. Elle-même confesse « Je suis un collage, une œuvre, une image ». Et comme toute œuvre, elle contrôle son éclairage. Elle donne à voir, jamais à comprendre. Même les relations qu'on lui prête ressemblent à des mises en scène. Dali, Bowie, Brian Ferry, chaque homme célèbre qui croise sa route ajoute une strate à son mythe. Certains disent qu'elle joue un rôle, d'autres pensent qu'elle vit ce rôle depuis toujours, sans pouvoir s'en défaire. Elle ne nie jamais, elle transforme chaque rumeur en matériau artistique. Et c'est peut-être là, dans cette maîtrise absolue de son image, que réside le vrai génie d'Amanda Lear. Là où d'autres cherchent à être aimés, elle cherche à être inoubliable. Là où d'autres exposent leur vie privée, elle l'emballe dans un écran de fiction. Mais à mesure que les années 1980 approchent, un vent nouveau souffle, les modes changent, la disco décline. Et dans les coulisses, certains signes annoncent déjà que le miroir va se fissurer. Tout au long des années 80, alors que la vague disco s'estompe, Amanda Lear se réinvente. Elle n'a pas le choix. Elle anime désormais des talk-shows italiens à succès, mais l'éclat international s'effrite. Ce n'est plus la star incontestée des clubs européens, mais une icône télé, omniprésente et, paradoxalement, de plus en plus floue. Quelque chose change. L'image devient plus contrôlée, les interviews plus tendues, le regard plus fuyant. C'est aussi à cette époque que ses relations passées commencent à la rattraper. La première fissure visible survient autour de Salvador Dali. Après sa mort en 1989, Amanda Lear commence à parler. Dans des livres, sur les plateaux, elle raconte la relation intime, chaotique, presque fusionnelle qu'elle a entretenue avec le maître du surréalisme pendant plus de 15 ans. Mais ces confidences ne plaisent pas à tout le monde. La fondation Dali, farouche gardienne de son héritage, dénonce certaines affirmations de Lear comme inexactes, sensationnalistes.
Pire encore, des proches de Dali affirment qu'Amanda a été écartée des dernières années de l'artiste, que Gala, l'épouse possessive et stratège de Dali, aurait méthodiquement éloigné la muse devenue trop influente. Amanda, elle, affirme le contraire, que Gala la jalousait, qu'elle n'a jamais cessé d'aimer et d'inspirer le peintre. Ce flou, encore une fois, persiste, mais la tension est là, et bien réelle. Puis vient la question Bowie. Longtemps, Amanda Lear a évoqué leur amitié comme une parenthèse dorée, pleine de respect et d'admiration mutuelle. Mais dans les années 2000, le ton change. Dans plusieurs interviews, elle confie s'être sentie abandonnée par le chanteur britannique, notamment à l'époque où les rumeurs sur son identité sexuelle faisaient rage. « Il savait ce qu'on disait sur moi et il n'a rien fait pour me défendre ». Une déclaration qui laisse planer une amertume longtemps tue. Le vernis de la mondaine flamboyante se craquelle. Derrière le glamour, on devine la blessure. Derrière le sourire, l'accusation voilée. La douleur ne s'affiche jamais frontalement chez Amanda Lear. Elle prend la forme d'un sarcasme, d'un rire glacial, d'une réponse cinglante. Et parmi les cibles de son ironie mordante, certaines icônes n'en ressortent pas indemnes. C'est le cas de Grace Jones. Les deux femmes partagent d'une esthétique singulière, androgynie assumée, voix grave, exubérance visuelle. Les médias adorent les comparer, les opposer, les imaginer rivales. Et Amanda, fidèle à elle-même, souffle sur les braises. Dans certaines émissions, elle lance des piques déguisées sur le style trop théâtral ou le manque d'élégance de Grace Jones, sans jamais la nommer directement, mais en laissant assez d'indices pour que le public comprenne. La réponse de Jones ne viendra jamais, mais le froid entre les deux est palpable. Deux reines, un seul trône. Cette habitude de dire tout haut ce que d'autres taisent lui vaut admiration et isolement. Sur les plateaux français, Amanda Lear devient une figure polarisante. Ses passages sont toujours marquants, mais souvent tendus. Lors d'une émission avec Michel Drucker, elle dénonce en direct l'hypocrisie des médias français à son égard. Elle accuse, à demi-mot, certains animateurs de relayer les rumeurs sans jamais lui laisser le droit de réponse. Drucker, visiblement gêné, tente de calmer le jeu, mais le mal est fait. Dans les coulisses du show-business, on commence à parler d'elle comme d'une femme compliquée, incontrôlable. Certains producteurs la boudent, préférant miser sur des profils plus lisses. Amanda, de son côté, refuse de plaire à tout prix. Elle persiste à brouiller les pistes. Lorsqu'on lui demande encore une fois de clarifier son passé, elle coupe court. « J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous ne me croyez pas, tant pis. » Mais derrière cette fermeté se dessine une solitude croissante. Les amis de l'époque disco disparaissent, les grands noms qui l'entouraient s'éteignent. Et Amanda Lear, qui a bâti sa léjade sur la lumière, commence à habiter les zones d'ombre. Ce glissement vers les ténèbres ne se fait pas brutalement, il s'installe lentement, insidieusement, comme une fumée dans un couloir sans issue. Amanda Lear continue d'apparaître à la télévision, d'enchaîner les projets artistiques, mais l'éclat s'émousse. L'aura de mystère, autrefois son plus grand atout, devient un poids. Dans un monde de transparence forcée, elle semble déplacée, trop libre, trop indéfinissable. Les médias, autrefois fascinés, deviennent plus cruels. On ne parle plus de sa voix ou de ses performances, mais de son âge, de ses retouches, de ses silences. Chaque apparition publique donne lieu à des spéculations. Son visage a-t-il changé? Pourquoi évite-t-elle certaines questions? Le regard public, autrefois admiratif, devient scrutateur, suspicieux. Amanda, loin de céder, choisit l'esquive. Elle se replie sur la peinture, sa première passion. Ses toiles, souvent peu comprises, sont sombres, chargées d'humour noir, peuplées de figures hybrides, de femmes animales, de clowns tristes. Beaucoup y voient un autoportrait déguisé. Elle, comme toujours, refuse de commenter. La douleur la plus intime reste cependant celle qu'elle ne montre jamais, la perte. En 2000, un événement tragique bouleverse sa vie. Son mari, Alain-Philippe Malagnac, meurt dans l'incendie de leur maison en Provence. Un drame d'une brutalité sourde. Amanda, brisée, disparaît plusieurs mois. À son retour, quelque chose a changé. Elle est plus sèche, plus directe encore. L'humour devient plus cinglant, presque cruel. Le personnage semble s'être refermé sur lui-même. C'est à partir de là que la ligne entre la femme et le mythe devient irrémédiablement floue. Amanda Lear ne répond plus. Elle ironise, se moque, détourne. Même les rares proches qui lui restent avouent ne jamais savoir ce qu'elle pense réellement.
Une question pourtant revient sans cesse. Pourquoi maintenir le mystère? Pourquoi continuer à entretenir le doute alors qu'à 85 ans, elle pourrait tout révéler? Et si justement le mystère était la seule vérité qu'elle ait jamais possédée? L'année 2000 marque un point de non-retour dans la vie d'Amanda Lear. Jusqu'alors, elle avait traversé les décennies comme une apparition, insaisissable, brillante, indomptable. Mais cette nuit-là, dans le calme apparent de sa propriété en Provence, tout vacille. Un incendie d'origine accidentelle embrase la demeure qu'elle partageait avec son mari, Alain-Philippe Malagnac. Amanda est absente, Alain-Philippe, lui, ne survivra pas. L'homme qui l'avait épousée dans l'intimité, loin des flashs et des micros, meurt asphyxié, piégé dans les flammes. Amanda, alertée, rentre précipitamment, trop tard. Devant les cendres encore fumantes, elle s'effondre. Un silence nouveau s'installe. Aucun cri, aucune plainte. Juste un regard vide, un visage fermé. Ce drame intime bouleverse profondément son rapport au monde. Elle, qui avait toujours joué avec la mort en artiste, la voit soudainement lui arracher ce qu'elle avait de plus précieux. Les plateaux télé se taisent. Les journalistes, d'abord respectueux, n'attendent pourtant qu'une faille, une déclaration, un sanglot. Mais Amanda n'offre rien. Elle se retire. Pendant plusieurs mois, elle disparaît totalement de la sphère médiatique. Ceux qui la connaissaient racontent une femme mutique, enfermée dans sa maison, peignant des toiles de plus en plus sombres, des cendres, des visages difformes, des couples brisés. À aucun moment elle ne réclame la compassion, comme si la douleur n'avait de valeur que dans le silence. Quand elle revient, c'est sur une autre fréquence. Fini les grandes déclarations provocantes, les débats télévisés houleux. Amanda apparaît plus dure, plus cinglante. L'humour est là, mais sec, presque blessant. Elle ne cherche plus à séduire, elle repousse, elle dérange. Ses rares confidences sur la mort de son mari se résument à une phrase. « Le feu l'a pris, moi, il m'a laissé. » Et tout est dit. La presse, déstabilisée, ne sait plus comment l'aborder. Star d'un autre temps, légende fatiguée ou survivante impénétrable. Dans un monde médiatique friand d'aveux, Amanda Lear incarne l'ultime refus, celui de se mettre à nu, même au bord de l'effondrement. Le retour d'Amanda Lear sur la scène publique n'est pas un triomphe, c'est une apparition fantomatique, presque clinique. Elle continue d'accepter des invitations à la télévision, mais avec une distance nouvelle. Lorsqu'on l'interroge sur ses débuts, elle élude. Lorsqu'on tente de l'émouvoir, elle ironise. Et lorsqu'on insiste, elle coupe court. Ce n'est plus une star,
C'est un sphinx, un mur. Au fil des années 2000 et 2010, les tabloïds s'acharnent à vouloir forcer le rideau. Les rumeurs anciennes refont surface. Amanda serait en réalité un homme, aurait menti toute sa vie sur son identité, se serait inventé un passé. Chaque décennie redécouvre les mêmes spéculations, comme une boucle infinie. Et Amanda, fidèle à sa méthode, ne nie pas. Elle retourne les questions contre leurs auteurs. Pourquoi est-ce si important pour vous? Êtes-vous à ce point dérangé par ce que je suis? Mais l'icône s'effrite. Le temps, même sur les mythes, laisse des traces. Les traits s'alourdissent, la voix faiblit, la silhouette se courbe. En 2022, Amanda Lear subit une lourde opération à cœur ouvert. Elle l'annonce sans émotion, comme une anecdote. Pas de mise en scène, pas d'appel à la compassion. Une simple phrase sur les réseaux sociaux. « Mon cœur a été réparé, le reste est intact ». Derrière cette pirouette, pourtant, se cache une réalité plus crue. Amanda Lear n'est plus invincible. Elle se retire alors encore plus profondément. Fini les émissions à scandale, elle se consacre pleinement à la peinture. Son atelier devient son refuge. Elle y peigne tous les jours, seule, au rythme des souvenirs et des douleurs. Les visiteurs décrivent un lieu silencieux, habité de toiles tristes et de musiques anciennes. À 85 ans, elle vit dans un monde où presque tous ses amis sont morts, où les médias qu'elle avait défiés se sont modernisés, où les nouvelles générations ne connaissent d'elle qu'une silhouette étrange sur YouTube. Et pourtant, elle ne se plaint pas, elle refuse la nostalgie. Dit-elle, « J'ai vécu 1000 vies et je ne dois rien à personne. » Mais dans les regards qui se croisent à son passage, une question demeure. Qui est-elle, vraiment? Elle a toujours su que ce moment viendrait. Celui où le monde ne voudrait plus de ses chansons, ni de ses aphorismes, mais d'une seule chose, une vérité, une confession, un mot de trop ou peut-être un mot enfin. Et pourtant, Amanda Lear résiste. Dans un documentaire diffusé en fin de soirée sur une chaîne culturelle française, la caméra la suit dans son atelier. Elle parle peu, peint lentement. La journaliste tente d'amener la question, doucement, par cercles concentriques. Pourquoi avoir laissé planer le doute toutes ces années? Amanda s'arrête. Elle fixe son tableau inachevé et répond simplement « parce que le doute est plus puissant que la vérité ». Ce n'est pas une esquive, c'est une conviction. Elle explique alors, pour la première fois, que tout ce qui a été dit sur elle faisait partie d'un jeu, un pacte silencieux entre elle et le public. Elle était prête à tout pour exister, pour ne pas être effacée. Et dans un monde saturé de stars interchangeables, elle a choisi d'être une énigme, une question ouverte. « J'ai refusé qu'on me définisse, c'est peut-être ce que j'ai fait de plus radical. » Mais cette lucidité cache une blessure plus profonde. Lorsqu'elle évoque sa jeunesse, elle concède qu'elle n'a jamais su où était sa place. Trop étrange pour la normalité, trop libre pour les dogmes, trop intelligente pour jouer la carte de la victime. Elle a donc créé un personnage, une créature flamboyante pour survivre. Et au fil du temps, ce masque est devenu son seul visage. Dans cette même interview, elle lâche une phrase que personne n'attendait. « Je ne suis pas née Amanda Lear, mais je mourrai en elle. » Une déclaration qui résonne comme une épitaphe anticipée. Elle ne confirme rien, mais elle ne nie plus. Elle ne se cache plus. Elle se révèle à demi. Elle parle aussi de Dali, de leur relation faite de regards, de pactes tacites, de jeux de pouvoir et de fascination. Il m'a appris que le mensonge peut être plus vrai que la vérité. Et dans cette logique, elle s'est façonnée comme un collage, une peinture vivante. Chaque rumeur, chaque critique, chaque silence est devenu une couche sur la toile. Et Bowie, il m'a trahi en ne me défendant pas. Mais il m'a offert la musique. Je lui dois ça. Dans la dernière partie du reportage, Amanda Lear conclut face caméra, sans détour. J'ai menti à tout le monde, peut-être. Ou peut-être pas. Je laisse chacun décider. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est plus mon problème. Ce n'est pas un aveu au sens traditionnel, c'est une transmission. Elle rend les clés du labyrinthe, mais refuse d'en ouvrir toutes les portes. Alors que la lumière s'éteint, qu'elle s'éloigne lentement dans la pénombre de son atelier, une certitude demeure. Amanda Lear n'aura jamais appartenu à personne, ni au public, ni aux hommes qu'elle a aimés, ni même à la vérité. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire. Amanda Lear a traversé les décennies comme un mirage, à la fois présente partout et insaisissable.
Elle n'a jamais été une simple chanteuse, ni seulement une muse, ni même une célébrité. Elle a été un concept, une provocation permanente, une œuvre mouvante, que personne, pas même elle, n'a jamais pu enfermer dans une définition. Son parcours n'est ni linéaire ni glorieux. Il est chaotique, ponctué de drames, d'attaques, de silences. Mais à chaque fois, elle s'est relevée, plus imprévisible, plus affûtée. Là où d'autres se sont dilués dans la nostalgie, Amanda Lear s'est blindée. Elle a compris tôt que le monde du spectacle n'est pas fait pour ceux qui racontent la vérité, mais pour ceux qui savent la rendre fascinante. À 85 ans, elle vit toujours, mais autrement. En dehors des circuits, des plateaux, des projecteurs, elle peint, elle écrit, elle regarde ce monde qui change et ne la comprend plus. Ou peut-être ne l'a-t-il jamais comprise. Et cela lui convient parfaitement. Son héritage ne se mesure pas en disques vendus ni en interviews accordées. Il se mesure en questions, en regards troublés, en doutes qui persistent. Elle a montré qu'il est possible de devenir quelqu'un ou quelque chose sans se soumettre à la logique du dévoilement. Dans une époque où tout s'affiche, elle a cultivé l'ombre comme un refuge sacré. Et c'est sans doute cela qui reste. Non pas ce que l'on sait d'Amanda Lear, mais ce que l'on ne saura jamais. Sa vie est un labyrinthe sans sortie, un tableau inachevé, une chanson qui ne dit jamais toute la vérité. Mais peut-être que la vérité, justement, n'est pas ce qu'il faut chercher chez elle. La vraie question est ailleurs. Combien d'entre nous avons eu le courage de nous inventer, de nous réinventer, jusqu'à devenir une énigme que personne n'ose résoudre ?